Alors aujourd'hui, vous l'avez vu, je vous retrouve pour parler de ce livre, Pars avec lui, d'Agnès Le Dig. Vous l'entendez peut-être à ma voix ou vous le voyez peut-être à mon maquillage approximatif. Je viens juste de terminer ce livre, enfin j'ai dû le terminer il y a peut-être une demi-heure maintenant. Et j'ai lu les 20 dernières pages du livre en chialant tout du long. Donc je suis encore sous le coup d'émotion, mais je me suis dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée d'en parler là tout de suite maintenant. Je vais commencer par présenter les trois personnages de ce livre. Je ne résumerai pas l'histoire parce que je m'y refuse tout simplement. Le but de la vidéo, c'est même pas de vous donner envie de lire ce livre, c'est juste de dire à haute voix et d'essayer de retransmettre ce que ce livre m'a fait ressentir et ce qui s'est passé dans ma tête pendant ma lecture. Donc je vais présenter ces trois personnages là en ne disant pas grand chose sur eux. Ensuite je parlerai de deux vidéos qui sont sorties le 1er mars, donc pendant que je tourne là, pendant que je lisais ce livre. Donc pour moi on est le 2 mars, je sais que pour vous on est fin mars, mais pour moi on est le 2 mars, donc on est le lendemain de ces vidéos, et qui sont, l'une est en lien direct avec ce livre, et l'autre c'est moi qui ai fait le lien entre ce que dit la booktubeuse dans sa vidéo et ce livre là. Je vous les mettrai en barre d'informations évidemment. Et ensuite je parlerai de deux scènes de ce livre. Ça sera pas spoilant pour l'histoire, ça permettra juste de montrer les thèmes qui sont abordés ici, ce que l'auteur dit et ce que l'auteur transmet sans résumer l'histoire encore une fois. Et enfin je terminerai par un sujet de société absolument horrible et absolument immonde, mais dont il faut parler parce que ce n'est pas en le mettant sous silence que ça changera. Donc dans ce livre on va rencontrer trois personnages, deux d'entre eux ont des prénoms qui font référence à un des couples de la littérature les plus connus et les plus classiques, mais ce n'est pas du tout une réécriture, c'est plus un espèce de petit clin d'œil, une petite référence qui rend ce livre encore plus poétique. Donc on va rencontrer Juliette, une infirmière de 36 ans, donc on la voit à la fois dans son métier avec ses patients et à la fois dans sa vie privée avec son petit ami qui s'appelle Laurent. Et voilà, on voit sa vie privée et sa vie professionnelle. Ensuite le deuxième personnage c'est Roméo évidemment, donc c'est un pompier, on n'a pas son âge exact, on sait juste qu'il est plus jeune qu'elle et ça permet d'ailleurs d'aborder cette différence, ce sujet qui est la différence d'âge, que ce soit dans un sens ou dans un autre, et l'âge en général. Et le troisième personnage c'est Vanessa, c'est une jeune adolescente de 14 ans à qui il arrive également des choses absolument horribles, c'est-à-dire qu'il lui arrive des choses que déjà quand on a 18-20 ans, voire plus, c'est galère à gérer et c'est vraiment pas cool. Mais alors à 14 ans, c'est encore plus horrible et encore moins facile à gérer. Pour les deux vidéos, donc la première vidéo c'est celle de Margot Liseuse, vous l'avez sûrement vu passer, c'est la vidéo dans laquelle elle interviewe Agnès Le Dig, donc qui est l'auteur de ce livre. J'ai beaucoup aimé cette interview, en plus elle est sortie évidemment pile poil au bon moment pour moi, puisque j'étais en train de lire ce livre. Il se trouve qu'au début de la vidéo, Agnès Le Dig va en une phrase aborder ce livre et parler de ce livre, et elle dit que dans Pars avec lui, elle aborde les violences conjugales et que c'était un sujet qui était important pour elle. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ou parce que vous l'avez vu passer, ou parce que vous n'avez pas voulu la voir, ou parce que vous ne l'avez pas vu passer tout simplement, franchement regardez-la, parce qu'il faut la voir vraiment. Cet auteur est une personne qui gagne à être connue, et même si lire ses livres, ça peut être suffisant, la voir en interview, ça apporte vraiment un plus, je trouve. La deuxième vidéo c'est celle d'Opaline, donc tout au long du mois de mars, vous l'avez vu, il y a les Femini Book Tag ou Femini Book, je ne sais plus trop quoi, qui sont sortis donc tous les jours sur des chaînes différentes à chaque fois. Et Opaline a démarré cette série de vidéos le 1er mars, donc c'est sur sa chaîne qui a eu lieu le premier Femini Book. Et donc dans sa vidéo du 1er mars, elle parle de deux livres, un de Virginia Woolf et un de Virginie Despentes, et elle aborde un thème absolument ignoble. Elle aborde le thème du viol. Dans sa vidéo, elle dit que une femme qui a été violée et qui décide de reprendre sa vie en main, qui décide d'avancer, qui décide de passer à autre chose, est une femme mal vue. Cette attitude-là est mal vue par la société parce que ça légitime le viol et ça donne l'impression que finalement c'était pas si grave parce que tu t'en es remise quoi. Je vais pas m'étendre sur le sujet et sur le fait que cette attitude-là est absolument à bannir, évidemment. Je voudrais juste faire une comparaison. Je vais peut-être avoir du mal à la faire et à dire les mots, mais je voudrais vraiment la faire pour que vraiment, pour démontrer à quel point c'est ignoble. Quand on perd une personne, quand on perd un proche, que ce soit un membre de la famille, un frère, un père, un grand-père, une grand-mère, une soeur, ce que vous voulez, ou même un ami très proche, ça fait mal, c'est vraiment très douloureux, on a du mal à l'admettre. Et puis plus les heures passent, plus les jours passent, plus on prend conscience de tout ce que ça implique, de tout ce que cette disparition va entraîner. Et au quotidien, on se rend compte que, ouais, c'est vrai en fait, il est plus là, il est parti, ou elle est partie. Et
c'est vraiment très difficile, mais notre quotidien et notre vie quotidienne fait que par la force des choses, on finit par reprendre le dessus, on finit par reprendre notre vie, reprendre notre petite routine, on finit par recommencer à sourire, recommencer à rire, recommencer à être heureux et aller de l'avant. Est-ce que pour autant ça légitime cette mort? Est-ce que pour autant ça signifie que c'était pas si grave parce que finalement ça va? Je ne pense pas, non. Peu importe de quelle manière cette personne est décédée, peu importe de quelle manière il ou elle est parti, le fait d'avancer, ça ne signifie absolument pas que c'était pas si grave finalement. Et pour le viol, c'est exactement la même chose parce que après avoir été violé, ce qu'on a perdu, c'est notre capacité à dire non, notre droit à dire non. Et qu'on en fasse le deuil ou non, qu'on avance ou non, ça ne légitime pas et que ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé n'était pas grave. Maintenant, je vais revenir sur donc deux scènes qui ont lieu dans ce livre. Alors, c'est pas spoilant pour le livre, pour l'histoire, mais comme je veux pas résumer l'histoire, parler de ces deux scènes, ça va me permettre d'aborder les thèmes qui sont abordés ici et défendus ici par l'auteur. Donc, la première scène, c'est une scène qui a lieu entre Laurent et Juliette. Je ne sais pas si l'auteur avait pour volonté que le mot que je vais prononcer ensuite pour décrire Laurent, soit justement prononcé et attribué à son personnage, mais moi je vais le faire. Laurent est un homme misogyne, voilà, il considère que sa femme est inférieure à lui. Alors je vais dire sa femme, mais ils sont pas mariés, c'est juste que compagne, ça vient pas naturellement. Donc il considère Juliette comme inférieure à lui. Il se trouve qu'il a un travail, donc il travaille dans une agence bancaire, je crois, quelque chose comme ça. Et il se trouve qu'il gagne assez d'argent lui tout seul pour les faire vivre tous les deux. Du coup il comprend pas pourquoi Juliette travaille. Voilà, pour lui elle devrait arrêter de travailler parce que ça ne sert à rien, ils n'en ont pas besoin. Sauf qu'évidemment elle n'est pas d'accord avec ça, Dieu merci, donc elle continue à travailler. Et un soir il va rentrer du travail, il va ouvrir le frigo. Et là, il va littéralement péter un câble. Il voulait une bière et il n'y en a pas dans le frigo. Du coup, il commence à engueuler Juliette et lui dire: ouais, tu fais n'importe quoi, t'as pas fait les courses. Moi, j'ai eu une journée horrible. Je suis énervée, je suis fatiguée. Je voulais rentrer, prendre ma bière et me poser tranquillement. Et je peux même pas, c'est ta faute, tu fais rien. Voilà, il n'arrête pas de la critiquer. Ce à quoi elle va répondre: ah, je suis désolée, c'est vrai, j'aurais dû y penser, je suis désolée. Jusque-là, ça a l'air d'être une dispute normale entre un homme et une femme. Sauf que ce qui rend la chose absolument pas normale, c'est que tout le long de la dispute, et selon les mots qu'il prononce et les mots qu'il choisit de dire et la manière dont il les dit, il considère vraiment Juliette comme inférieure à lui. On a l'impression qu'il est en train d'engueuler son gosse et pas de se disputer avec celle avec qui il partage sa vie. Vous voyez, on a vraiment ce décalage d'importance selon le point de vue de Laurent. C'est vraiment retranscrit et c'est horrible parce que ça devrait être une dispute entre un homme et une femme. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la vraie vie qui ont eu ce genre de dispute. Voilà, le gars il a une journée vraiment horrible, vraiment pas cool, il est énervé, il est fatigué, il voulait rentrer, se poser, donc de bol il peut pas, et il se reprend à la personne qui est là, c'est-à-dire sa compagne. Sauf que ce genre de dispute est possible si on a une égalité entre les deux personnes, et là c'est clairement pas le cas. La deuxième réaction de Juliette, ça va être de lui dire: ah bah t'inquiète pas, je vais descendre tout de suite à l'épicerie et je vais t'acheter des bières. Et là je me suis dit: quoi? Il est sérieux le gars? Monsieur muscle, monsieur je suis trop fort, je suis supérieur, il est pas capable d'aller s'acheter sa bière tout seul. C'est ça? Et là on touche à un paradoxe des hommes misogynes, je crois qu'ils s'en rendent même pas compte. Mais en fait un homme misogyne veut qu'une femme soit son inférieure, qu'elle reste la plupart du temps à la maison, à s'occuper de la maison, à faire le ménage, à faire les courses, à faire la lessive et à s'occuper des enfants quand il y en a. Sauf que ce qu'ils ne se rendent pas compte en faisant ça, c'est qu'ils remettent littéralement leur vie entre les mains d'une femme, autrement dit entre les mains d'une personne qu'ils pensent insignifiante par rapport à eux. C'est-à-dire que Laurent et tous les hommes qui sont comme lui, si vous leur retirez cette femme qui est pourtant selon eux pas très importante, eh bien ils seront incapables de se débrouiller au quotidien. Il sait probablement pas cuisiner, faire les courses, on n'en parle même pas, s'occuper du linge, oh là là, il sait pas faire. Du coup, si vous lui retirez Juliette de son quotidien, il va être incapable de se débrouiller. Donc cet homme dépend de cette femme. Alors, outre que le fait qu'elle est, quoi qu'il arrive, pas inférieure à lui, le fait qu'il dépende d'elle fait qu'elle ne peut pas l'être, puisqu'il a besoin d'elle. Il a besoin d'elle au quotidien. Et c'est ça le paradoxe des hommes dans ce genre qui, moi, personnellement, me dégoûte, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte d'à quel point ils sont dépendants des femmes. Je vais maintenant en venir à la deuxième scène. Alors, c'est une scène entre Juliette et sa mère. Après une énième dispute avec Laurent, parce qu'à chaque fois qu'il rentre du boulot, il l'engueule, hein, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc après une énième dispute, elle va appeler sa mère pour discuter, pour prendre des nouvelles, pour voir ce qui se passe dans sa vie. Elle va lui raconter cette dispute avec Laurent.
La première réaction de la mère, c'est de lui dire ah mais c'est peut-être pas si grave, c'est peut-être aussi un petit peu ta faute, peut-être qu'il avait des raisons de s'énerver et tout et tout. Sur le coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit comment cette femme, comment cette mère peut défendre la personne qui maltraite sa fille. Et puis avec le recul, je me suis rendu compte que le personnage de la mère n'a pas lu le passage que moi je viens de lire. Elle n'a pas lu la dispute telle que moi je l'ai vue, telle qu'elle est écrite dans ce livre. Tout ce qu'elle a par rapport à cette dispute, c'est ce que Juliette lui en a dit, ce qui est somme toute pas grand chose, à part qu'il a pété un câble, qu'il l'a engueulé. Et qu'ils se sont engueulés. Du coup, elle n'a pas vu à quel point cette dispute n'était pas une dispute de couple normale, mais encore une fois, mettait en évidence la différence d'importance que Juliette a par rapport à lui, selon Laurent. Et du coup, je me suis dit, ok, d'accord, elle a le droit d'avoir cette première réaction, c'est humain après tout d'essayer de temporiser les choses. Sauf que dans un deuxième temps, Juliette va aborder un sujet encore plus important et encore plus violent. Elle va lui dire que de temps en temps et de plus en plus, elle se laisse faire par Laurent, c'est-à-dire que de temps en temps, il a envie de sexe avec elle, il a envie de lui faire l'amour, elle n'a pas spécialement envie, mais elle va le laisser faire. Voilà, je peux pas dire mieux, elle va le laisser lui faire ce qu'il veut en fait. Et cette mère va dire des choses absolument ignobles à sa fille, elle va prononcer des phrases que une mère déjà ne devrait pas dire à sa fille, mais que personne n'a à dire à une femme. Je vais vous lire cette réponse. Alors vous allez voir, c'est au milieu du livre. Voilà, c'est ici. C'est pas spoilant, c'est juste que je peux pas passer ça sous silence. Je vais vous lire ça. C'est parti. Ça s'appelle le devoir conjugal. Moi aussi, il m'est arrivé de me forcer un peu, mais tu sais bien qu'ils en ont besoin. Ton compagnon a un travail très prenant, stressant. Il faut bien qu'il se détende un peu. Qu'il se détende un peu. Donc le moyen que ce charmant jeune homme a de se détendre, c'est d'obliger sa femme à faire ce dont elle n'a pas envie, c'est ça? Je vais pas aller plus loin là-dedans parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, j'essaie d'être calme et d'être posée et de ne pas me laisser envahir par ma colère et ma rancœur. Et si je vais plus loin dans ce sujet, ça va m'énerver encore plus. Donc il y a deux possibilités pour vous qui regardez la vidéo, enfin pour toi qui regarde la vidéo. Soit tu es d'accord avec moi et tu trouves cette réponse absolument ignoble et inadmissible. Dans ces cas-là, je te félicite, tu es féministe toi aussi, que tu sois un homme ou une femme, parce que tu défends les droits des femmes, c'est bien. Et sinon, tu es tout à fait d'accord avec ce que la mère vient de dire, que de temps en temps, c'est pas dramatique non plus. Si c'est ça ta réaction, coupe la vidéo, dégage, barre-toi, je veux plus te voir du tout, t'as rien à faire là, dégage. Voilà. Maintenant que ces gens méchants sont partis, on va continuer. Et on va finir la vidéo avec un thème de société, donc vous l'avez peut-être plus ou moins compris parce que je l'ai abordé à plusieurs reprises dans la vidéo, qui est le viol. Quand une femme est violée, il y a plusieurs réactions. Alors je vais parler sans connaissance de cause, Dieu merci. Ça veut dire que je n'ai jamais été violée de ma vie et que j'espère ne jamais l'être. Ce que je vais dire là, c'est à la fois pour la Audrey du futur, si jamais malheureusement un jour ça devait m'arriver, et peut-être que ça pourra aider d'autres filles et d'autres personnes. Quand une femme est violée et qu'elle se remet de ce viol, qu'elle reprend les choses en main, je l'ai déjà dit, c'est mal vu. Mais c'est mal vu parce que notre foutue société de merde, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment une société pourrie dans laquelle on vit, culpabilise une femme violée, mais ne culpabilise pas un violeur. C'est une nouvelle fois un paradoxe absolument dégoûtant, c'est-à-dire qu'une femme qui a été victime d'un viol, je ne dis pas que c'est elle la victime, je dis qu'elle en a été victime. Donc elle a été victime de ce viol, autrement dit elle a été victime d'un événement qu'elle n'a pas souhaité, qu'elle n'a pas désiré, qu'elle aurait aimé empêcher mais qu'elle n'a pas pu empêcher. Donc elle doit avoir honte d'un événement qu'elle ne désirait pas et qu'elle n'a pas su éviter, qu'elle n'a pas pu éviter. En revanche, un homme qui provoque cet événement contre la volonté d'une personne, qui agit et qui va au bout de cet acte, n'a pas à en avoir honte. Donc quelqu'un qui n'a rien fait doit avoir honte, mais quelqu'un qui a agi n'a pas à en avoir honte. Moi ça me rend folle et ça me donne envie de hurler. Je ne comprends pas comment c'est possible que la société fasse ça. Alors après il y a aussi, et ça c'est amené vers la fin du roman, un débat sur le fait que quand une femme violée ne porte pas plainte et refuse de subir des semaines, des mois, peut-être même des années de procès à revoir encore et encore l'homme qui lui a fait ça, quand elle refuse de porter plainte et d'aller au bout de ça pour que la justice reconnaisse ce viol et condamne ce violeur, on dit si elle le fait pas, ça veut dire que c'est pas très grave finalement. C'est pas grave que si elle passe à autre chose, c'est pas très grave. Sauf que non.
Ça veut juste dire que cette femme n'a pas besoin qu'un juge reconnaisse que le violeur a mal agi. Elle n'a pas besoin qu'on condamne, elle n'a pas besoin qu'on punisse et elle n'a pas besoin qu'on reconnaisse que ce qu'on lui a fait est absolument horrible. Elle le sait et tout ce qu'elle veut maintenant, c'est avancer et passer à autre chose. Ça veut juste dire qu'elle est assez forte pour subir ça, assez forte pour s'en relever et assez forte pour reprendre sa vie comme si rien ne lui était arrivé. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un événement, alors pas un viol, mais un événement plus ou moins traumatisant dans votre vie, qui fait que vous vous retrouvez tout seul, vous vous retrouvez face à vous-même et vous devez décider si vous êtes prêt à laisser les autres vous maltraiter encore et encore, que ce soit physiquement ou psychologiquement, ou si vous êtes assez fort ou assez forte pour avancer malgré tout et vous moquer des autres et vous moquer de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils peuvent vous faire subir. Une femme violée se retrouve exactement dans cette situation-là. Je dis pas que c'est de la faiblesse de porter plainte, c'est pas ça du tout. Je dis juste que ce n'est pas de la faiblesse de ne pas le faire. Ça veut juste dire qu'elle n'en a pas besoin. Et après avoir subi ça, une femme doit faire absolument ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Je vais terminer avec quelque chose qui est également abordé à la toute fin du livre, pour toutes ces femmes battues et pour toutes ces femmes qui subissent des maltraitances au quotidien. Souvent les gens ne comprennent pas pourquoi elles ne font rien, pourquoi elles n'agissent pas, pourquoi elles ne partent pas. Une partie de la réponse est pour moi apportée par Agnès Leudig ici et je le remercie parce que je ne l'avais pas vu avant et je n'avais pas réalisé ça avant de lire ce livre. Une femme qui se retrouve battue ou bafouée par son compagnon et qui n'a pas envie de partir parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver seule est simplement une femme, encore une fois, poussée par la société à faire ça. C'est-à-dire que depuis des années, peut-être même des millénaires maintenant, une femme seule, une femme célibataire passée un certain âge, c'est mal vu. Il y en a même qui disent qu'elle a raté sa vie. Parce qu'une femme célibataire est une femme qui n'aura pas de vie de famille, est une femme qui n'aura pas d'enfants, est une femme qui n'aura pas de maison à s'occuper. Et donc comme c'est le but légitime d'une femme selon les misogynes, eh bien c'est une femme qui rate forcément sa vie. Et malgré tout, même si c'est une femme et même si elle se bat pour les droits des femmes, même si elle est forte, cette idée a été ancrée dans sa tête depuis des années. Et donc quand elle se retrouve à décider entre subir les coups d'un compagnon mais ne pas être seule ou ne pas les subir et être seule aux yeux et au su de tous, eh bien elle choisit souvent la première option parce que comme ça elle donnera au moins l'image d'être une femme respectable. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà bien assez longue, que je pourrais en parler pendant encore très très longtemps, mais que ça ne ferait que rajouter à ce que je viens de dire et que répéter ce que je viens de dire. Je pense que j'en ai assez dit. Ce livre m'a... c'est même pas bouleversé, c'est même pas qu'il m'a mis une claque, j'ai l'impression d'avoir été un punching ball tout le long du livre et de m'en être pris plein la gueule, littéralement, moi aussi. Ça m'a littéralement retourné, je suis écœurée de voir ce comportement-là. Mais aussi, il y a un message très positif à la fin, parce que même si certains hommes font ça, tous les hommes ne le font pas, Dieu merci. Et même si certaines femmes sont violées, toutes les femmes ne le sont pas, Dieu merci. Je vais m'arrêter sur ce message assez positif. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt.